Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure du journal. Les titres. Réunion des militants CDS Rahama ressortissants de la région de Zander résidant à Niamey. Objectif, examiner la situation de leur parti, le CDS Rahama. Présentation du rapport préliminaire de la commission d'enquête sur le crash d'avion d'Air Algérie le 24 juillet dernier au Mali. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. À la coordination des militants CDS Rahama ressortissants de la région de Zander résidant à Niamey était en réunion cet après-midi au siège du dit parti à l'effet d'examiner la situation de leur formation politique. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle nous est lue ici par le vice-président du bureau politique au titre de Zander, El Haj Mokhtar Jibou. 1. L'Assemblée générale rappelle tout d'abord à l'opinion nationale et internationale que l'arrêt numéro 150 du 19 août 2013 de la Cour d'appel de Niamey a constaté que les sanctions infligées par le parti CDS Rahama aux dissidents ont été exécutées de fait ou de droit, que les mandats de 4 ans conférés par le Congrès de Maradi le 2 septembre 2007 sont expirés depuis le 3 septembre 2011. Que le jugement de défaut numéro 300 du 27 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Niamey, ainsi attaqué en appel, est devenu sans objet, donc mis à néant. Cet arrêt qui confirme que les dissidents qui ont attaqué le Congrès à la date du 22 septembre 2011, après expiration de leur mandat et sans qu'il n'ait donc qualité, est devenu une décision de justice définitive, exécutoire et irrévocable. Cet arrêt a acquis la force de la chose jugée de par l'attestation de non-pourvoi en cassation délivrée par la Cour d'appel de Niamey en date du 18 novembre 2013. 2. L'Assemblée générale rappelle ensuite que, conséquemment, depuis le 19 novembre 2013, l'arrêt numéro 150 du 19 août 2013 de la Cour d'appel de Niamey devenu définitif et comme le stipule l'article 117 de la Constitution s'impose à tous, au pouvoir public comme aux citoyens, et confirme la validité du congrès ordinaire tenu les 3 et 4 septembre 2011 à Zander. Ce congrès ayant donné un mandat de 5 ans aux structures élues, le prochain ordinaire du CDS Rahama ne se tiendra qu'en septembre 2016, Inch'Allah. En conséquence, le regroupement fantaisiste organisé les 6 et 7 septembre 2014 à Niamey par des camarades égarés, appuyés par des mercenaires à la solde du pouvoir en place, ne saurait être une assemblée générale de la délégation nationale, ni un congrès statutaire du CDS Rahama, tel que défini par les statuts et règlements intérieurs de notre parti. Même en se référant aux assises tenues à Maradi en 2007, un vice-président n'a pas qualité pour convoquer une réunion du bureau politique national, encore moins d'une délégation nationale ou d'un congrès du parti. Au demeurant, aurait-il fallu disposer de suffisamment de délégués pour atteindre le quorum, condition sine qua non pour la validité de toute assise du parti. Donc le regroupement en question est loin d'être conforme à nos textes et n'est autre chose qu'une manœuvre politicienne tendant à anéantir le CDS Rahama. En atteste la participation quasi nulle des délégués issus de toutes les régions, à l'instar de celle de Zender où 4 membres du bureau politique national sur 23 et 4 délégués nationaux sur 60 ont répondu effectivement à leur appel. Les assises ne sont que la mise en œuvre d'un grand complot ourdi contre le CDS Rahama en perspective des élections de 2016. Mais le CDS Rahama, qui a survécu à des conspirations de toutes sortes, Inch'Allah, sortira une fois encore grandi de cette épreuve.
Inch'Allah, sortira une fois encore grandi de cette épreuve d'ores et déjà vouée à l'échec. Mieux encore, nous avons la ferme conviction que le CDS Rahama sortira victorieux de ce combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit et remportera, Inch'Allah, les prochaines élections générales pour instaurer dans ce pays une gouvernance démocratique de paix, de justice et de prospérité pour le plus grand bonheur du peuple nigérien. La coordination des militants CDS Rahama, ressortissants de la région de Zender et résidant à Niamey, félicite et encourage les délégués pour être restés fidèles, et ce, à une écrasante majorité au bureau politique national légal et légitime, dirigé par son Excellence, le camarade Alhaji Mahaman Ousmane. L'Assemblée générale de la coordination apporte son soutien indéfectible au président du CDS Rahama, son Excellence, le camarade Alhaji Mahaman Ousmane, et au bureau politique national pour tous les efforts qu'il déploie pour le rayonnement de notre grand parti. Enfin, les militantes et militants du CDS Rahama, ressortissants de la région de Zender, résidant à Niamey, lancent un appel pressant aux militantes et militants pour rester mobilisés et déterminés afin de répondre à tout mot d'ordre du parti. Le point focal des structures des jeunes a rendu public cet après-midi une déclaration relative à la situation née du dépassement du mandat du Conseil national de la jeunesse. Le point focal réclame toujours la régularisation des organes du dit Conseil, tout en dénonçant quelques violations de la loi par le ministre de tutelle. La teneur avec Abouzaidi Sanoussi Abdoulaziz, il est président du point focal des structures des jeunes. Résolument attachés à la culture démocratique, à l'état de droit, nous, structures des jeunes, faisons la déclaration de la teneur suit. 1. Rappelons une fois de plus à l'opinion nationale que les organes du Conseil national de la jeunesse étaient en dépassement de mandat depuis bientôt 6 mois. 2. Dénonçons et fustigeons la complicité du ministre de la Jeunesse dans cette entreprise de violation des statuts du Conseil ainsi que des décrets portant adoption de la Charte nationale de la jeunesse. 3. Rappelons au ministre de la Jeunesse l'engagement et le sacrifice de son parti politique dans le combat pour la sauvegarde et la restauration de la démocratie en 2009. 4. Tenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale de la violation par le ministre de la Jeunesse de l'article 16 de la loi portant la Charte nationale de la jeunesse qui stipule que l'État et les collectivités territoriales favorisent la participation de la jeunesse à la vie sociale, politique, économique et culturelle. À cet effet, les jeunes ont particulièrement droit à un cadre d'expression et d'apprentissage, de promotion et de défense de la démocratie. 5. Condamnons la diversion du ministère de la Jeunesse consistant à entretenir une fragilisation de la jeunesse du Niger pour des raisons que nous connaissons. Toutefois, nous tenons à préciser que nous sommes déterminés à faire respecter les jeux démocratiques, quel qu'en soit le prix. Et nous tenons pour seul responsable le ministre de la Jeunesse pour les conséquences qui vont en découler. 6. Lançant un appel au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, afin d'intervenir et mettre fin à cette entreprise d'éducation au dépassement du mandat des jeunes et conformément à l'attachement des principes de la démocratie pluraliste et conformément au préambule de la Constitution de notre pays. 7. Lançant un appel pressant à toutes les organisations de jeunesse et des jeunes de se joindre à nous pour la création d'un cadre de concertation et d'action pour la défense des principes démocratiques. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler du tournoi intermédiaire. L'équipe de la télévision Labari est entrée à Nice cet après-midi. Malheureusement, les poulains de Ali Idrissa ont été battus 2-1 par l'équipe du Canal 3. Et c'est grâce à un coup de pouce de l'arbitre central. Le reportage de Ramotou Barté et Sadou Doumi.
C'est une équipe de la RTL Niger sans préparation qui a abordé son match contre l'équipe de Canal 3. Après une première mi-temps qui a tourné en faveur des joueurs de Canal 3, 2-0, la deuxième mi-temps va être en faveur de l'équipe de Labari. D'abord, les joueurs ont réduit le score et ont même marqué un but égalisateur annulé par l'arbitre central. Une décision constatée par le capitaine de Labari qui au finish perd le match sans démériter. C'est du football, hein. Il y a des jours où ça te sourit, il y a des jours où ça ne se sourit pas. Ce jour-là, quand même, il faut dire que nous avons fait, même si nous ne sommes pas préparés beaucoup pour ce match, mais je dirais quand même le jeu de ça n'était pas beaucoup. Nous avions su maintenir le cap. Vous-même, l'arbitre, certes, il est souverain, mais un but nous a été refusé, qu'à cela ne tienne. Mais c'est dire que nous avons foi à la victoire, nous y croyons et plaise à Dieu. Et ce tournoi-là, la coupe sera plaise à Dieu pour Canal 3 Niger. Notons que ce tournoi intermédiaire, organisé par le groupe Niger 24, prendra fin demain dimanche. C'est cet après-midi qu'a eu lieu à Niamey le coup d'envoi du tournoi de football féminin. Cette première édition a enregistré la participation de 4 équipes féminines. Le compte-rendu de Mariama Higyo et Chebou Guissou. Organisé par l'Association nigérienne pour la promotion du sport féminin, ce tournoi vise à vulgariser et maintenir en forme les joueuses des différents centres de football féminin et leur mise à jambes. Une initiative qui mérite d'être soutenue et encouragée. Nous organisons un tournoi de football féminin dénommé Permettez-le de jouer. Justificatif en reconnaissance à tous les efforts qui sont en train d'être faits dans le domaine du football masculin par les techniciens malgré les maigres moyens mises à leur disposition. Le football féminin, quant à lui, connaît une sécheresse remarquable par rapport à sa prise en compte dans les domaines. Aussi, il faut rappeler la disponibilité des talents qui évoluent dans les différents centres de football féminin et de techniciens engagés et déterminés à aider ce dernier mieux s'exprimer. À noter que 4 équipes féminines participent à ce tournoi et prendra fin demain. Les enseignants admis du spécial AEB de la promotion 2012-2013 sont toujours dans l'impasse. En attendant le dénouement de leur affaire, les enseignants admis du spécial AEB sont désormais tournés vers une grâce présidentielle. La situation donc des admis du spécial A et B de la promotion donc 2012 et 2013 est toujours au statu quo. En tout cas depuis la suspension de plus de 500 camarades en février 2014, je crois bien. En tout cas, jusqu'à présent, nous attendons que les autorités en charge donc de l'éducation et aussi donc le ministère de la fonction publique nous disent quelque chose par rapport à ça. Mais il faut noter que nous sommes actuellement en conseil de discipline, un conseil donc de discipline qui entraîne donc d'écouter les camarades. Peut-être nous allons vous donner des chiffres, 10 par semaine, et d'ailleurs nous nous posons la question à savoir jusqu'à quand le conseil de discipline là va encore finir, parce que nous sommes plus de 500 enseignants suspendus et s'il faut appeler 10 camarades par semaine pour les interroger, nous avons pensé que tout calcul fait, en tout cas nous pouvons atteindre 11 mois avant que le conseil là ne donne son avis pour que en tout cas ceux qui sont en charge aujourd'hui de la question puissent trancher et nous dire ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette question là. Aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce que nous avons eu à faire, je crois que là où est arrivée cette question, aujourd'hui, la seule autorité qui est à mesure de régler cette situation, c'est le président donc de la République. Il faut noter aussi au passage que, en tout cas, nous avons d'ailleurs adressé une correspondance pour demander
une grâce présidentielle. Et compte tenu de la situation, en tout cas, nous n'avons pas eu gain de cause parce que au niveau du cabinet de la présidence, nous n'ont pas donné une réponse favorable. Mais on ne se décourage pas, nous allons continuer à lancer toujours cet appel pour demander au président de la République d'être regardant sur cette question. Parce qu'il faut comprendre que la question du spécial A aujourd'hui, les gens refusent de faire une analyse objective. On ne fait qu'incriminer les enseignants admis au spécial A et B. Mais je crois que il faudrait faire une analyse objective de la question pour savoir réellement pourquoi la question là, pourquoi le problème là se pose. Présentation d'un premier rapport cet après-midi sur l'accident du vol d'Air Algérie, le vol AH5017 qui s'était écrasé dans le désert malien le 24 juillet dernier. Les quelques moments forts de cette réunion publique, les enquêteurs ont expliqué aux autorités présentes à Bamako et aux représentants des familles africaines victimes de l'accident ce qu'on pouvait retenir de ce catastrophe à ce stade de l'enquête. C'était un rapport d'étape très attendu depuis le crash du 24 juillet au Mali. Mais les interventions des différents acteurs de l'enquête n'auront guère permis d'en apprendre davantage sur les raisons du crash. Seule certitude, l'appareil volait bien à son altitude de croisière. Il a été victime d'une chute brutale après un ralentissement des moteurs. Mais le bureau d'enquête et d'analyse français chargé de l'enquête l'a répété à plusieurs reprises. Pour l'instant, il n'y a pas de piste privilégiée. Actuellement, fort des données dont dispose la Commission, à travers les écoutes des communications entre les centres de contrôle, par les paramètres de vol que l'on connaît aujourd'hui, rien ne nous permet tant d'affirmer que d'infirmer qu'il y ait eu quelconque acte terroriste. C'est un avion qui vole à une altitude de transit, la vitesse ralentit, les moteurs en défluctuation, l'avion tombe. Concernant l'équipage, le rapport affirme, contrairement à certains articles de presse parus après le crash, qu'il n'était pas fatigué et avait respecté les temps de repos. Quant à la météo, les données prouvent que l'avion n'a pas subi de turbulences. Le mystère reste donc entier, ce qui n'a pas manqué d'exaspérer les familles des victimes présentes dans la salle, dont le sort des proches n'a pas été évoqué. Depuis le 24 juillet, ces familles attendent toujours de récupérer corps et effets personnels. Vous n'avez pas dit un mot sur le devenir des victimes. Et sur le lieu du crash, en fait, on n'a presque rien trouvé. C'est comme si l'avion s'était volatilisé. C'est vrai, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous aimerons beaucoup de précisions. Confié à des experts de la gendarmerie française, le travail d'identification des victimes devrait encore prendre de longs mois. Tout comme celui du BEA, son responsable l'a annoncé, il faudra encore attendre 6 mois à 1 an pour connaître les causes du crash. Libération de 49 citoyens turcs qui étaient détenus en otage par les djihadistes du groupe État islamique depuis plus de 3 mois. On a peu d'informations sur les conditions de leur libération. Le Premier ministre et le président turc évoquent une opération de sauvetage des forces spéciales turques. L'avion est posé sur le tarmac à Ankara. La presse et les familles attendent. Elles attendent les 49 ex-otages des Turcs rapatriés ce matin chez eux après plus de 3 mois de captivité. Le Premier ministre Ahmet Davutoglu a le sourire des grands jours. C'est lui qui a dirigé la cellule des services de renseignement turcs dans cette opération secrète de sauvetage. Selon une chaîne de télévision locale, les autorités turques n'auraient versé aucune rançon et il n'y aurait pas eu de combat avec les djihadistes
djihadistes pour les libérer. Ces 49 ex-otages, parmi lesquels se trouve un consul général, des enfants de diplomates ainsi que des militaires, avaient été faits prisonniers au consulat de Mossoul le 11 juin, lors de l'avancée éclair des djihadistes de l'État islamique. C'est samedi matin que les ex-prisonniers ont été exfiltrés depuis Sanliurfa, dans le sud de la Turquie, à la frontière syrienne proche. La joie dans le pays est certes énorme ce matin, mais la retenue de la Turquie dans la lutte anti-État islamique inquiète ses alliés occidentaux. Ankara a d'ores et déjà refusé de participer à toute campagne militaire contre le groupe radical, et ce, au moment même où les djihadistes réalisent une percée fulgurante en Syrie voisine en s'emparant d'une dizaine de villages kurdes. L'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, deuxième jour du confinement pour la population de la Sierra Leone, une mesure sans précédent décrétée pour 3 jours dans tous les pays. Le virus a déjà tué 562 personnes. 30 000 volontaires font du porte-à-porte pour informer la population. Un travail difficile et dont certains doutent de l'efficacité. Freetown ressemble à une ville fantôme. Les seuls autorisés à circuler, ce sont les policiers et les ambulanciers. Les habitants attendent la visite des équipes d'information. Elles distribuent des savons, expliquent comment éviter d'être infectés et pistent les éventuels malades. Ils sont en train de combattre Ebola et nous prions pour qu'il soit éradiqué. Nous prions. Le bilan de cette première journée de confinement est mitigé. Journée difficile, avec une logistique lourde, une préparation insuffisante et énormément d'appels aux centres de soins qui ont du mal à faire face. Nos patrons devaient nous donner du matériel que nous n'avons pas eu et nous n'avons pas encore été répartis dans des groupes. Le président a tenté de rassurer et a félicité les Sierra Leonais pour leur enthousiasme lors de cet exercice. Cette maladie est l'une des plus grandes tragédies qui a touché notre nation. Mais nous devons surmonter cette épreuve. Même si les habitants accueillent bien le personnel chargé de les informer, inquiétude et incompréhension règnent encore. Au départ, les informations que nous avons reçues étaient fausses. Ça nous a fait paniquer. Beaucoup de personnes ont fui. Ils nous ont donné du savon, mais le problème, c'est que certaines personnes ne l'ont pas accepté. Elles disaient que le savon était porteur d'Ebola. Face à l'épidémie, de plus en plus de personnes quittent la Sierra Leone. La Guinée voisine a fermé sa frontière ce samedi. Pour Human Rights Watch, cette opération est davantage un coup de pub qu'une réelle intervention sanitaire. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.